Et donc, Non, non, alors, je vous laisse vous présenter peut-être, ça fait voilà, beaucoup. on va dire que je suis psychologue, voilà. Voilà. Que ma première spécialité, c'était la psychopathologie, et puis ensuite, je suis venue à la neuropsychologie. Donc, Lauriane Geronimo, neuropsychologue également. Léa Sgambati, psychologue du travail, donc à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin et en charge du projet Ligue Entreprise. Et moi-même, chargée de communication à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Voilà, l'idée, c'est qu'on a essayé de réunir les intervenants d'Oncogit qui interviendront aussi avec nous au quotidien, donc avec la Ligue du Haut-Rhin. Vous allez voir pourquoi. On va essayer de vous expliquer pourquoi on fait ce webinaire, dans quel contexte ce projet il s'est construit. C'est quand même quelque chose qui nous semble important. Peut-être pour vous préciser le programme. Donc on va passer d'abord une petite présentation d'Oncogit et donc des liens qu'on a tissés avec la Ligue contre le cancer. Ensuite, Véronique et Lauriane nous feront une petite présentation voilà, des troubles cognitifs, comment les expliquer, comment les apprivoiser. Et on terminera par des petits ateliers proposés par Véronique et les questions-réponses. L'idée, c'est vraiment de vous montrer, voilà, de parler de ces troubles cognitifs, d'en parler de manière assez concrète et de voir ce qui est proposé dans les ateliers Oncogit, que vous puissiez le vivre, même si c'est un mini-atelier. Ça nous semblait important vraiment de le mettre en avant. Simplement pour commencer, ce qu'il faut savoir pour ce projet, comment il a pris vie, c'est qu'au sein de la Ligue contre le cancer, on intervient donc on accueille les patients et les proches dès le début du diagnostic et aussi dans l'après-cancer. On est donc une équipe avec plusieurs professionnels, il y a des psychologues, il y a une socio-esthéticienne, une assistante sociale, il y a des coordinatrices qui vous accueillent dans nos espaces. Et finalement, on s'est rendu compte souvent que cette question de la plainte cognitive, des troubles cognitifs, elle revenait souvent. Et on s'est dit, finalement, si ça revient autant, on doit pouvoir se mettre en relation avec des personnes qui connaissent, qui comprennent et qui savent comment agir là-dessus. Et c'est là qu'on est tombé sur Oncogit. Donc finalement, on s'est dit, on ne pouvait pas mieux tomber, puisque la visée d'Oncogit, je pense à Véronique, si tu veux en dire quelques mots, c'est vraiment ça. C'est vraiment le cœur, le sujet d'Oncogit. Donc, on est content d'avoir trouvé ce partenaire. Merci Léa. Donc, juste peut-être 2 mots sur Oncogit. Donc, Oncogit, c'est une association de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général et qui est née en 2019 suite à une expérience que j'avais menée à l'Institut Bergonié de Bordeaux, donc, qui est un centre de lutte contre le cancer, donc pour proposer aux patients un accompagnement vers la reprise professionnelle. Et puis, voilà, des ateliers qui ont été mis en place sur une année et qui ont été plébiscités. Ce qui nous a beaucoup, ce qui nous a surpris, c'était l'ampleur en fait de la demande qui était par rapport à ces ateliers, du coup de la fréquentation. Et puis voilà, et puis après des liens tissés également avec la Ligue contre le cancer de Bordeaux, avec qui on a été très proches, et ça a été de monter une association qui est sortie des murs de Bergonié, et une association qui a été montée avec des patients, et notamment une patiente partenaire, et puis des professionnels du soin, oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens, etc. Et puis d'autres qui se sont investis. Et donc, le but, c'était de proposer des ateliers et du matériel pour les neuropsychologues, parce que ce type de prise en charge n'existait pas, que tout était à créer. Et notre souhait, c'était de mettre à disposition des patients et de toute la France une prise en charge qui puisse répondre à leurs besoins. Avec le son, c'est mieux. Je disais merci Véronique. Pour précision, c'est aussi le lancement pour nous de la prise en charge par la Ligue de ces ateliers, en tout cas de la collaboration entre la Ligue et Oncogit. Et donc, à partir du mois d'octobre, pour les patients qui le souhaiteront et qui seront accompagnés au sein de la Ligue, l'adhésion sera prise en charge, l'adhésion à Oncogit. Donc, voilà, on vous en redira un petit mot après. Mais maintenant, je vais me taire et laisser Véronique prendre la suite pour ce webinaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Normalement, maintenant, vous devez voir. Hop, et ça va être encore mieux comme ça.
Bon, donc vous présentez un petit peu ce que fait Oncogite et ce que sont les troubles cognitifs, parce que finalement, c'est un grand mot. Donc, quand on regarde ça simplement dans notre quotidien, bien on a des petits indicateurs qui sont clairs, qui sont, voilà, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à faire deux choses à la fois. Hein, ou alors, vous cherchez vos mots systématiquement dans vos phrases. C'est ce qu'on appelle, nous, le manque du mot. Donc, difficile de vous exprimer et puis difficile aussi de lire un article sans revenir sans arrêt 2 ou 3 lignes auparavant parce que, et d'une, vous avez une difficulté de concentration et puis aussi une mémoire immédiate qui fonctionne beaucoup moins bien. Donc, des choses dans le quotidien, vous raccrochez le téléphone et hop, vous vous rendez compte que finalement, vous ne vous rappelez plus du message important qu'on vous a donné, en tout cas de certains détails. Et puis, vous rentrez dans une pièce sans plus vous rappeler ce que vous étiez venu y faire. Vous suivez une conversation, souvent des conversations qui peuvent être à plusieurs parce que celles-ci, elles sont encore plus fatigantes et puis à un moment, ça se brouille et puis vous ne savez plus ce qui était en train de se dire. Donc, la question de faire deux choses à la fois est devenue très difficile et même organiser des choses toutes simples comme un week-end, comme un repas, devient difficile. Et puis aussi, le sentiment d'être devenu très lent, d'avoir besoin de beaucoup plus de temps. Et puis surtout, et c'est ça qui est très, très inquiétant, c'est on commence à avoir un espèce de repli sur soi, on hésite quand on doit sortir, parce que finalement, ne pas se confronter à des difficultés que l'entourage pourrait entrevoir. Donc, c'est aussi difficile d'avoir des interactions en groupe. Et puis, c'est une angoisse de performance par rapport au retour au travail. Donc, ça, ce sont un petit peu les choses que les patients notent, ou en tout cas, c'est comme ça que vous nous le dites. Alors, ces troubles cognitifs, qu'on appelle dans la littérature scientifique le Cancer-Related Cognitive Impairment, donc en fait, ce sont les troubles cognitifs qui sont liés au cancer et à ses traitements. Donc, ce sont des troubles dont on parle dans la littérature scientifique depuis les années 90. Mais avant que ça passe effectivement au sein des hôpitaux, le chemin a été très long, hein, puisque on a commencé à en parler véritablement au moment de la naissance d'Oncogite, hein, avec Oncogite dont le parti était vraiment de communiquer auprès des patients, même si, bien évidemment, il y avait une équipe qui était assez active depuis 2017. C'était à peu près en même temps qu'on mettait ça en place à Bergonié, donc à Caen, qui effectivement, où là, on est plus sur une équipe de chercheurs qui s'intéressent au problème. Donc, ces troubles cognitifs, longtemps, on les a mis sur le dos de la chimiothérapie. Mais avant, on s'imaginait que c'était des troubles qui étaient liés à la fatigue et puis qui étaient liés à l'angoisse ou à la dépression. Donc, avec beaucoup en tout cas, une minimisation vraiment de ces troubles. Hein, souvent, les médecins renvoyaient aux patients le fait de « Allez, il faut vous secouer un petit peu, là, ça y est, maintenant, vous êtes en rémission, vous êtes un petit peu trop anxieux, etc. » Or, il est probable que l'anxiété des patients venait surtout de cette espèce de gêne qu'ils avaient au quotidien. Alors, c'est vrai que beaucoup de minimisation par l'entourage, hein, parce que certainement que ça vous est arrivé, que quelqu'un de votre entourage vous dise « Oui, mais enfin, tu sais, moi aussi, hein, je vais dans la salle de bain et ça m'arrive d'oublier de ce que je venais y faire. » La différence, en fait, entre ces épisodes de fatigue auxquels on est tous confrontés, c'est que chez un patient qui présente ce qu'on appelle le chemobrain, et en fait, l'intensité et la fréquence, elle est beaucoup plus fréquente que sur une personne dite normale, c'est-à-dire qu'il n'aura pas eu ces traitements oncologiques. Donc, on a les premières constatations, en tout cas scientifiques, ont été faites sur des patients qui étaient suivis pour un cancer du sein.
Et ce terme de chemobrain, un chimie-cerveau, est lié en fait à ça. On pensait que c'était la chimiothérapie. Et effectivement, la chimiothérapie est bien sûr le premier pourvoyeur de troubles cognitifs, mais pas que. On a aussi toute la question de l'hormonothérapie, des thérapies ciblées. Bon, l'hormonothérapie, puisque le cancer du sein est le plus fréquent, c'est quelque chose qui maintenant commence à être connu, pas que dans le cancer du sein, aussi dans le cancer de la prostate, hein, puisque les patients suivis pour un cancer de la prostate peuvent avoir recours à ce type de traitement. Alors, d'autres thérapies, les thérapies ciblées, tout ce qui est traitement anti-angiogénique, et notamment cette médication qui va venir agir sur la vascularisation de la tumeur et qui fait que, en fait, ça va réduire la capacité de la croissance des vaisseaux pour nourrir la tumeur. Et effectivement, il va y avoir aussi des effets au niveau du cerveau et de sa vascularisation. Et puis aussi tout ce qui va être hormonothérapie. Alors, je vous fais un tableau, bien sûr pas sympathique du tout par rapport au traitement auquel vous êtes soumis. Néanmoins, surtout que le message soit très clair, il n'est en aucun cas pour moi le but de décrier ou de critiquer ces traitements. On n'a pas trouvé mieux. Donc, la question n'est bien sûr pas de dire qu'on devrait se passer de ces traitements ou il faudrait faire mieux. Je pense que tous les professionnels du soin, tous les chercheurs font en sorte que les choses avancent. Le message que nous, on veut vous porter à Oncogite, c'est que, bah oui, on peut quand même faire quelque chose malgré tout. Alors, ces troubles cognitifs, comment est-ce qu'on va pouvoir les comprendre? Alors, on a plusieurs façons pour le faire. On peut les comprendre en observant la structure même du cerveau. Alors, bien sûr, hein, on est sur des choses un petit peu simples, mais néanmoins. Donc, on va constater, premièrement, une réduction du volume de la substance grise dès 1 mois après la chimiothérapie, avec une récupération qui sera partielle dans certaines zones, 1 an seulement après la chimiothérapie. Et on peut constater ces effets même 20 ans après la fin du traitement, avec parfois un vieillissement accéléré de 4 années. On note également des anomalies dans la substance blanche quelques mois après la chimiothérapie, et ce ne sera que plusieurs années après que la récupération de l'intégrité de la substance blanche sera rapportée. Alors, voyons voir un petit peu les modifications du fonctionnement cérébral. Alors, d'une part, on a observé comment fonctionnait le cerveau lors de la réalisation d'une tâche réussie. Eh bien, on va constater des hyperactivations, c'est-à-dire des activations plus importantes que chez un témoin, quelques mois ou années après le traitement. Comme si le cerveau se mettait en état de marche forcée, c'est-à-dire qu'on pose l'hypothèse d'un mécanisme de compensation pour atteindre malgré tout l'objectif. Et cette compensation, eh bien, elle est la cause de cette fatigabilité et de cette plainte cognitive qui est accrue. Alors, d'autre part, on constate lors de l'exécution d'une tâche non réussie, eh bien, on va voir des baisses d'activation de certaines régions du cerveau, notamment après les chimiothérapies à forte dose et même 10 ans après, avec l'hypothèse finalement que ce défaut d'activation des zones concernées par la tâche cognitive a pour conséquence l'échec de la réalisation. Et puis, dernière chose aussi, qu'en est-il du fonctionnement du cérébral au repos, c'est-à-dire quand le cerveau n'est plus dirigé vers une tâche et qu'on le laisse aller librement, hein, ses pensées, sans interaction véritable avec l'environnement. Donc, ça pourrait être la question de la méditation ou d'un état de relâche. Eh bien, finalement, on voit un défaut d'activation de ces régions cérébrales qui, même quand vous ne travaillez pas, le cerveau reste très, très actif. On a l'activation de façon synchrone de plusieurs régions du cerveau. Et en fait, ce serait un petit peu comme si on avait un échec du traitement a posteriori de toutes les expériences cognitives que le cerveau vient de faire. Hein, d'où un travail qui finalement, que le cerveau ne peut pas faire dans ces moments de repos. Alors, autre chose aussi qui est intéressant de savoir, c'est comment ces troubles vont apparaître.
Alors, tout d'abord, on va avoir un profil qu'on dit précoce, c'est-à-dire que les premières plaintes, elles peuvent apparaître avant les traitements. Alors, elles peuvent être liées du coup à une part de l'environnement inflammatoire général qui est causé par le cancer lui-même, sur le fonctionnement du cerveau, et d'autre part à l'impact émotionnel dans le contexte de l'annonce. Il peut y avoir aussi une plainte. Alors, ces choses vont avancer, elles vont se mettre aussi en place au moment de la mise en place des premiers traitements lourds. Donc, l'aggravation, là, du coup, elle va être progressive tout le long des traitements et le délai et l'intensité seront variables selon les patients. Donc, tout ça dépendra bien sûr de la nature, des traitements, mais aussi de la douleur ou encore de possibles troubles anxieux ou dépressifs. Et puis, il existe aussi un autre profil qu'on va appeler un profil plus tardif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de plainte cognitive pendant les traitements. Et ça, c'est souvent le cas quand les effets secondaires physiques des traitements sont au premier plan, comme les nausées, la fatigue. Donc, l'apparition de la plainte cognitive, elle arrivera au moment de ce qu'on va appeler une remise en avant des fonctions cognitives, c'est-à-dire c'est au moment de la reprise d'un rôle occupationnel ou professionnel qui, du coup, va nécessiter la remobilisation de ces fonctions cognitives. Et puis aussi, on constate que souvent, c'est à l'arrêt des traitements, donc à l'arrêt des effets secondaires physiques qui étaient très prégnants. C'est comme si on avait maintenant la place pour éprouver ces difficultés qui étaient jusqu'alors masquées par les effets secondaires qui étaient aigus. Et puis, donc, ces troubles cognitifs, ils peuvent apparaître encore avec la mise en place de l'hormonothérapie. Comment en fait ils vont disparaître, ces troubles? Pareil, selon notre expérience clinique, il existe 2 profils de disparition. D'abord, un profil complet et rapide. On va parler d'une clairance cognitive de 2 mois environ. C'est-à-dire qu'on va avoir une disparition de cette plainte cognitive suite à l'arrêt des traitements lourds. Et puis, on ne sait pas encore vraiment, finalement, si la plainte cognitive, si cette disparition de la plainte cognitive, elle correspond à un retour à la normale des performances cognitives, ou si, en fait, il s'agit d'une adaptation du patient à son nouveau fonctionnement cognitif. Et puis, il existe aussi des profils qu'on va dire incomplets ou tardifs, avec la persistance d'une plainte qui va durer, qui va s'installer au-delà des 2 mois, après la fin des traitements lourds. Donc, ils peuvent être l'effet secondaire de l'hormonothérapie ou la conséquence de ce qu'on appelle, nous, des cofacteurs, c'est-à-dire c'est des troubles qui s'installent un petit peu autour de tout ça, comme des troubles émotionnels, comme une intolérance à l'effort, comme des douleurs réfractaires, ou encore un retrait social ou des troubles du sommeil. Alors, le maintien des plaintes peut aller jusqu'à 2, voire 10 ans selon les articles. Et il est possible que les patients qui intègrent ce profil présentent soit des effets secondaires qui sont persistants, soit ces cofacteurs, toutes ces choses qui sont autour en fait de ces traitements, comme la fatigue, les douleurs, etc., ou encore une altération des fonctions cognitives qui sont indépendantes du cancer. Donc, les atteintes les plus fréquentes, donc là, on va rentrer un petit peu dans des notions un petit peu plus professionnelles, mais vous allez vous rendre compte où est-ce que chez vous ça peut arriver. Donc, bien souvent, on parle de la question de la mémoire. La mémoire, ce n'est pas cette chose qui vous permet de vous souvenir, c'est un processus qui est un petit peu complexe, où on va d'abord encoder des informations, et puis ensuite, ces informations, quand elles sont stockées à un endroit, qu'elles ont été encodées, il va falloir aller les récupérer. Et puis, on a une mémoire qui est une mémoire à court terme, et puis une mémoire à plus long terme, et puis différentes mémoires, comme une mémoire de travail, etc. Donc ça, ce sont des gènes que vous pouvez avoir au quotidien par rapport à ça. On a aussi cette question de l'attention qui est très importante. L'attention, c'est votre capacité à trier les stimuli de votre environnement pour en faire quelque chose, à inhiber certaines informations ou en retenir d'autres pour évoluer dans votre environnement. Donc, on va être sur une attention qui peut être des fois très soutenue, c'est-à-dire qu'on va se concentrer longtemps sur une tâche, et puis une attention qui peut être divisée, on va devoir faire attention à plusieurs choses à la fois. Et puis, dans cette question de l'attention, il y a bien évidemment la question de la vitesse de traitement qui intervient.
d'autres fonctions qu'on va appeler supérieures, qui sont les fonctions exécutives, où bien on va travailler avec la souplesse du cerveau, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau de passer d'une tâche à une autre assez rapidement et sans avoir du coup à refaire tout un travail de réimprégnation de la tâche qu'on est en train de faire. La question de l'inhibition, c'est-à-dire je suis en train de faire quelque chose et je vais être capable de stopper une réponse qui pourrait être automatique pour répondre à ce que je dois faire, et puis toutes les questions aussi de planification et d'organisation. Et puis la question du langage aussi, avec ce manque du mot ou l'organisation de ces idées dans un discours un petit peu cohérent. Voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter un petit peu les ateliers. Ça c'est la naissance, passons maintenant un petit peu à la naissance d'Oncogite. Donc, Oncogite qui était né à l'Institut Bergonié avec des patientes, où là, c'était dans la période où finalement Zoom n'existait pas encore, hein, c'était avant le confinement. Donc, on avait créé des ateliers en présentiel à l'Institut Bergonié, et c'est un petit peu avec ces premières patientes que l'idée de l'association est née. Alors, vous parlez d'Oncogite et de la façon, de ce qu'on propose en fait aux patients. La première chose, c'est une plateforme qui va permettre d'accueillir les patients et puis aussi les professionnels comme Lauriane et moi, et comme les 22 autres neuropsychologues qui travaillent avec nous. Donc, chacun a son espace, soit son espace patient, pour organiser ses inscriptions, etc., organiser son parcours, aller chercher le matériel dont on va avoir besoin, se connecter sur la plateforme. Et puis les professionnels qui eux aussi ont leur espace où ils vont organiser les séances de leur atelier et puis accéder au matériel qui est mis à leur disposition. Donc le but de l'association, d'entrée de jeu, il était très clair, c'était que tous les patients de France puissent en profiter, quel que soit l'endroit où ils habitaient. Sauf qu'à l'époque où on avait créé Oncogite, le Covid n'existait pas encore. Et donc, au moment où on a créé la plateforme, c'était juste après le confinement. Il y avait 2 ateliers qui existaient. Les 2 premiers étaient à Bordeaux, donc un à Bergonié et un à la Ligue contre le cancer de Bordeaux. Et puis, voilà, le Covid nous a saisis. Donc, ce qu'on a... voilà, on a découvert, on s'est dit, en fait, Zoom, c'est super. Et puis, tout notre matériel était en fait prêt à être partagé en écran. Et on s'est dit, mais en fait, on peut vraiment proposer une prise en charge de qualité, même si on n'est pas tous dans la même pièce. Donc, les patients, ils ont dit OK. Et on les a un petit peu accompagnés au saut technologique. Et donc, nos ateliers sont devenus en visio pour la plupart, mais avec l'idée pour nous de revenir quand même sur des ateliers en présentiel ou des ateliers qui seront mixtes. Et c'est justement ce que souhaite mettre en place la Ligue pour vous. Donc voilà, donc ces ateliers maintenant, ils sont un petit peu partout en France. Et puis la quatrième chose, c'était aussi de proposer aux patients Oncogiciel. Donc c'est une web application qui vous permet de travailler encore plus entre chaque atelier si vous le souhaitez. Alors, en sachant, et ça c'est très très important de le dire, c'est que la prise en charge, elle se fait par des ateliers. Et les ateliers ne sont pas un webinaire comme là, ce qu'on est en train de faire, hein, où le neuropsychologue va parler. Non, ce sont des ateliers où il y a 8 à 10 patients, où tout le monde est en interaction avec ces caméras et qui font des exercices un petit peu comme ceux qu'on va vous montrer là tout à l'heure. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'un atelier. Un atelier, c'est en fait un neuropsychologue qui reçoit 8 à 12 patients toutes les semaines à un horaire bien défini tout au long de l'année. Donc, la particularité de ce parcours, c'est qu'il va s'étendre sur à peu près 25 séances. C'est-à-dire qu'on vous propose un cycle de 25 séances d'1h30 qui ont lieu toutes les semaines. Ces ateliers sont des ateliers qui sont dits ouverts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique en fait pour nous une dynamique d'atelier qui est très intéressante et à plusieurs niveaux. Alors, un atelier ouvert, ça veut dire que, vous voyez, notre patiente ici,
quand elle va être OK par rapport à son calendrier de soins, par rapport à ses séances de radiothérapie, par rapport à ses chimios, ou par rapport à tout un tas d'autres choses, va décider en fait de rentrer dans un atelier, eh bien en fait, elle va le faire au moment où elle le souhaite. C'est-à-dire que, mettons, notre Lulu va arriver ici et elle va rentrer, elle va commencer son parcours au moment où elle va voir, c'est écrit séquence 8. Donc, elle va avoir peur, elle va se dire, mais mince, j'ai peut-être raté les 7 précédentes. Non, en fait, pas du tout. Parce que finalement, Lulu, elle va travailler jusqu'à la 7e séance du cycle suivant. Donc, Lulu, elle va être accueillie par d'autres patients qui sont là depuis plus longtemps qu'elle, qui vont l'accueillir, qui vont pouvoir lui expliquer. Il y a cette notion, quand on parle de père aidant, c'est-à-dire qu'on est accompagné par des gens qui vivent la même situation que nous, mais qui ont un tout petit peu d'avance sur nous. Et Lulu, un jour, elle accueillera, elle, toutes les personnes qui arriveront ensuite après. Donc, c'est un groupe ouvert. Ça veut dire qu'on rentre comme on veut, mais vous allez vous dire, ah ouais, mais alors, ok, du coup, comment est-ce qu'on va faire là? Parce que, oui, on va faire, parce que c'est justement un petit peu le propre de ce qu'on propose. Toutes les neuropsies sont formées sur des outils et qui ont été pensés, en fait, en multiniveau. C'est-à-dire que pendant la séance, eh bien, chacun va faire l'exercice à son niveau. Alors, la première des choses, c'est, et d'une, on n'est pas là pour se comparer, parce qu'on n'est pas là ni pour passer un concours, ni pour passer un examen. La deuxième chose, c'est que tous les patients, personne n'a la même histoire cognitive, personne n'a eu les mêmes expériences cognitives. Ça veut dire qu'on a tous des profils complètement différents, que les uns auront développé beaucoup de compétences sur un domaine d'activité cognitive, alors que d'autres, ils seront beaucoup plus performants sur d'autres choses. Donc, l'idée n'est surtout pas de se comparer, c'est et d'une de s'appuyer sur les choses que l'on sait très bien faire, mais aussi de profiter également de ces ateliers pour faire des nouveaux apprentissages et pour renforcer certains apprentissages. Donc, la question des ateliers, c'est de retrouver une zone de confort et, comme je le dis, voir un peu plus. Parce que finalement, vous allez être dans un groupe où vous allez vous retrouver avec un neuropsy qui, un petit peu comme au piano, va vous faire des gammes. Et on va reprendre dès le départ. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on va repartir et puis on va découvrir du coup des nouvelles stratégies et puis on va mettre en place des apprentissages qui vont être complètement procéduraux, c'est-à-dire que votre cerveau, il va apprendre à fonctionner d'une autre façon. Et même si ça se fait par des exercices qui vont vous paraître un petit peu tordus, c'est vrai, parce que en fait, ça va être difficile de travailler une fonction cognitive en l'isolant complètement. Donc, on va vous faire des choses qui sont complètement idiotes, que votre cerveau n'aura jamais fait. Donc, ce qui risque aussi des fois de vous faire un peu peur en vous disant « Oh là là, mais je suis nulle ». Il faut passer le cap de la première séance. Et en général, à la première séance, on a l'impression qu'on ne sait rien faire, mais c'est complètement normal. Et on dit toujours, et on le répète, on n'est pas là pour réussir, on est là pour faire. Voilà. Et du mieux qu'on peut. Et donc, surtout, et puis chacun peut faire à son niveau, puisque le neuropsy, il propose à chaque fois plusieurs alternatives de consignes. Ça veut dire que tout le monde, on est d'accord, fait le même exercice en même temps, sauf que tout le monde le fait, personne ne le fera de la même façon. Et puis, donc, c'est aux patients de faire en fonction de leur fatigue du jour ou du challenge qu'ils ont décidé de relever. Voilà. Donc, pendant ces ateliers, oui, on va vous expliquer un petit peu vos troubles cognitifs parce que simplement lors de la réalisation d'un exercice, vous allez apprendre comment fonctionne votre cerveau. Vous allez pouvoir mettre en place des stratégies un petit peu dans votre quotidien en sachant quels sont les moments où votre cerveau sera peut-être plus réceptif. Comment est-ce qu'on quelles sont les choses à ne pas faire avec son cerveau. Et puis après, on va travailler, on va faire de l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de l'aérobic. Voilà, je crois qu'avant de commencer l'atelier, je me dis peut-être que ce serait bien si peut-être il y avait des petites questions, parce qu'après, on va vous faire travailler. Oui, super. Merci Véronique. Effectivement, je crois qu'il y a une question du lien dans le question-réponse. Alors, on a une question de Maud Ernst qui nous dit, donc, on peut donc supposer qu'une personne souffrant d'un cancer chronique avec traitement à vie, entre guillemets, ne peut pas récupérer toutes ses capacités, voire en perdre chaque jour.
Bon, alors on va essayer de peindre un tableau un petit peu moins noir que celui-ci. Bien sûr, hein, les traitements, pendant longtemps, en fait, on a pensé que la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire cette espèce de membrane qui isolait le cerveau de tout, le protégeait. On s'est bien rendu compte que finalement, non, les traitements passent et du coup, le cerveau, mais comme plein d'autres choses, hein. Il n'existe pas de traitement efficace sans effet secondaire, malheureusement. Donc, oui, on aura une gêne et certains patients seront peut-être plus touchés que d'autres. Néanmoins, il est tout à fait possible de trouver un mode de fonctionnement et d'une pour s'aider dans son quotidien. Et là, je pense que ce sera peut-être pas mal que Lauriane aussi puisse intervenir. Donc, il va y avoir ces choses qu'on va faire un petit peu au quotidien. On va apprendre comment est-ce que notre cerveau il fonctionne. Et puis aussi, on va faire des exercices. Peut-être que Lauriane, tu pourrais, toi, en dire un petit peu quelque chose avec ton micro. Voilà, je suis là. Alors, dites-moi, par rapport à la toute dernière question, par rapport Ouais, cette au... dame qui a peur un petit peu en se disant, bah voilà, moi j'ai des traitements chroniques, je suis effectivement dans une prise en charge qui est chronique, j'ai des traitements qui ne s'arrêtent pas. Donc, alors, je veux donner la parole aussi à Lauriane, puisqu'elle anime un atelier et qu'elle a aussi pas mal d'expérience de ce côté-là. Après, effectivement, bon, moi j'en ai eu l'une ou l'autre personne aussi dans les ateliers qui sont dans ce cas, hein, avec des traitements plus ou moins chroniques. Enfin, chroniques, on va dire, et voilà, des traitements qui se répètent vraiment à long cours. Après, il y a ce que tu disais, Véronique, mais il y a aussi le fait que les ateliers, au-delà d'être du réentraînement, ça apprend aussi des stratégies. Ça veut dire que même si il peut y avoir effectivement des difficultés qui subsistent, hein, des problèmes de mémoire, d'attention, ça veut aussi dire que les ateliers ils sont là pour apprendre avec sa mémoire qu'on a, avec ses capacités qu'on a, comment mieux les utiliser pour que finalement, globalement, ça marche mieux quand même. Ça veut dire aussi que parfois, même si certaines capacités ne reviennent pas, on peut quand même les mobiliser mieux parce qu'on aura développé l'aspect, on va dire, stratégique. Et ça, c'est important parce qu'il y en a qui disent dans les ateliers, bah, voilà, moi, je pensais que ma mémoire, je vois bien depuis des années que les problèmes de mémoire sont là. Je pensais que ça pouvait plus bouger parce que ça fait des années que j'ai le traitement, etc. Et qui finalement, au fur et à mesure des ateliers, voient quand même des progrès parce que certes, peut-être qu'ils n'ont pas tout récupéré, etc. Mais ils savent mieux utiliser leurs capacités et donc, du coup, la performance finale, elle est meilleure quand même. Donc ça, je trouve que c'est aussi important par rapport aux ateliers. Il y a le réentraînement, certes, mais même quand on a des traitements chroniques, on peut très bien apprendre à mieux utiliser, à mieux mobiliser ses capacités et au final faire des progrès quand même. Ça, je trouve que c'est important. C'est une comparaison que je prends souvent, hein. Avant, vous faisiez du vélo, vous faisiez des balades et quand il y avait une côte comme ça, vous la montiez à vélo. Alors, on est d'accord, hein, vous pouviez la monter facilement ou difficilement. Il y en avait certaines qui posaient le pied par terre, il y en a qui arrivaient complètement essoufflées, mais bon, la balade à vélo, vous la faisiez. C'est vrai que souvent, après les traitements, on se dit, oh là là, mais là, je me sens pas capable de remonter sur le vélo. Donc, bien sûr qu'en atelier, on va expliquer d'où ça vient, etc. On va refaire un petit peu de cardio, on va refaire un peu du muscle, mais aussi une des questions très, très importantes, c'est qu'on va vous apprendre à vous servir du dérailleur de votre bicyclette, parce qu'avant, vous ne saviez même pas comment ça marchait, une bicyclette pour bien monter une côte. Et donc, maintenant, on va vous apprendre en fait à utiliser votre cerveau aussi de façon où ça vous simplifiera les choses. Et comme Lauriane le disait, hein, on peut ne pas complètement récupérer, mais en tout cas, faire mieux fonctionner son cerveau. Et puis après, il y a aussi la question les ateliers, en fait, ils servent. Il y a le réentraînement, il y a les stratégies, certes, mais il y a aussi la question de la reprise de confiance en soi et le travail sur l'estime de soi. Ça, c'est l'effet bénéfique indirect, on va dire, des ateliers. Même si, comme le disait Véronique, les ateliers au début sont difficiles parce qu'on arrive dans quelque chose de nouveau, on n'a pas l'habitude, on se dit « Ouh là là », en plus on en voit certains qui sont plus expérimentés, qui sont plus loin, qui ont déjà fait 15, 20 séances, qui arrivent parfois mieux. Donc parfois c'est difficile, mais au fur et à mesure des séances, on voit quand même qu'il y a des choses qui finissent par se décoincer, des choses qui font tilt.
Et il y a aussi cette question vraiment de reprendre confiance en soi grâce à ça et grâce aux autres aussi. Hein. C'est pour ça que c'est aussi important d'être en groupe, hein, parce qu'il y a une dynamique de groupe qui aide aussi à progresser. Et il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand on a aussi mieux confiance en soi, qu'on est moins découragé par l'échec, qu'on arrive à le surmonter différemment, et ben, automatiquement, les capacités cognitives vont fonctionner aussi un petit peu mieux. Il y a ça aussi. Et même moralement parlant, le fait d'être finalement accompagné par rapport à sa problématique de problème cognitif, de plus être tout seul avec ça, d'être chaque semaine avec des gens qui comprennent et qui ont exactement le même problème, ça va donner toute une autre vision, toute une autre perception de ces difficultés et ça va aussi aider à les surmonter et à mobiliser des capacités qu'on pensait ne plus pouvoir mobiliser. On a souvent ça dans les ateliers, des personnes qui nous disent eh ben, il y a 5 séances, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est la question de sortir de la zone de confort. Et ça, c'est des ateliers aussi, c'est vraiment un effet indirect, vraiment bénéfique qu'on peut y avoir. Hein. Alors, Maud vous remercie pour ces réponses encourageantes. Et on a une question un petit peu finalement dans la même logique. Il y a une personne qui demande si finalement, dans ce cas-là, il y a plus que 25 séances qui sont proposées ou si ça reste une formule de 25 séances. Alors, nous, la question de cette formule qu'on propose, on a proposé en fait une prise en charge qui pouvait être longue, c'est-à-dire qui va partir sur 4 ou 6 mois. En sachant que ce qui est très, très important, c'est d'avoir une régularité dans la prise en charge. Quand on s'inscrit aux ateliers, Sophie Prada, qui travaille, qui est beaucoup en interaction avec les patients, leur explique bien, en fait, ce qui est important, c'est de venir régulièrement. Et même, en fait, les jours où on ne se sent pas très, très en forme, parce qu'à ce moment-là, le cerveau, il va flotter un petit peu. Je dis souvent que les enfants, ils n'ont pas appris à lire, ils n'ont pas appris à parler avec un dictionnaire et un livre de grammaire. Ils ont appris parce qu'ils étaient dans un bain et tout simplement parce qu'on a aussi nos neurones miroirs qui prennent des milliers d'informations et qui vont les traiter. Donc, il ne faut pas surtout se mettre trop de pression quand on vient sur les ateliers. Donc, 25 séances, c'est un très beau parcours. Nous, c'est ce qu'on a décidé qu'on négociait pour trouver les financements pour faire cette prise en charge. On ne voudrait pas que ce soit trop court. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit des ateliers aussi qui sont animés. Hein, que ce ne soit pas simplement je vais sur mon téléphone ou sur une web application et que je fais les exercices. Donc, Cogiciel, c'est vraiment quelque chose qui est donné en plus. Donc, on peut faire un peu moins si jamais si on n'a pas le temps ou si on a le sentiment d'avoir vraiment retrouvé un peu plus. Si on a besoin de plus, on sait qu'à la fin de nos activités, enfin à la fin des ateliers, on peut continuer à faire en tout cas la web application. Bon, et puis après, voilà, c'est des choses, il n'y a pas de discours clairement établi. En général, 25 séances, c'est bien. Ça fait quand même 6 mois, en fait. Hein. Ouais. 25 séances, ça équivaut à 6 mois de prise en charge. Hein. Et ce qui serait très, très bien, et surtout ce qui est important, c'est pour rendre ce parcours vraiment efficace, c'est toutes les semaines. Bien sûr, on peut s'autoriser des vacances, on est d'accord, mais c'est vraiment un engagement dans quelque chose. C'est-à-dire, c'est je prends du temps pour moi. Et donc, nous, le but aussi, ce qui a été très important pour nous sur la plateforme, c'est de vraiment permettre aux patients de faire sa séance toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir, il y a 31 ateliers différents. Et donc, ça veut dire qu'il y a 31 horaires différents. Donc, obligatoirement, vous devez pouvoir trouver le vôtre. Il y en a même le samedi matin, il y en a tôt le matin, il y en a en début de soirée. Donc, normalement, tout le monde peut vraiment trouver. Et si jamais on se rend compte qu'on ne peut pas venir à sa séance, eh bien, comme tous les neuropsychologues travaillent en même temps sur la même séquence, sur le même matériel, ça veut dire que si vous voyez que vous ne pouvez pas aller à votre séance du mardi à 14 h comme celle à laquelle vous allez tout le temps, eh bien, vous pouvez vous désinscrire de cette séance-là et vous inscrire à un autre atelier de la semaine ponctuellement, donc avec un autre groupe, mais du coup, vous ne perdrez pas votre séance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour que les patients ils puissent vraiment travailler le plus régulièrement possible.
Merci à vous. On peut peut-être encore faire une ou deux questions avant de passer à l'atelier. On fera les suivantes peut-être après. Il y a une question. Bonjour, pouvez-vous indiquer dans quelle mesure les ateliers sont spécifiques des troubles cognitifs entrant dans le cadre du CRCI par rapport à des patients présentant des troubles cognitifs d'autres origines? Est-ce que la question est claire, Véronique? Ouais, alors, enfin, je pense que, enfin, j'espère que je la comprends correctement. Donc, en fait, les ateliers qu'on a mis en place sont des ateliers où tous les exercices ont été créés avec et pour les patients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience clinique qui a maintenant plus de 5 ans et à l'origine, c'était des exercices qu'on pensait pour les patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel de rééducation cognitive, de remédiation cognitive, comme le matériel d'évaluation cognitive, c'est souvent un matériel qui avait été construit pour des patients qui étaient cérébro-lésés, donc des traumatismes crâniens, des AVC, etc. Et très vite, en fait, on atteignait un effet plafond. Les troubles auxquels vous êtes confrontés sont des troubles qu'on appelle, nous, subtils, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effondrement de la sphère cognitive, et donc il fallait qu'on puisse vous présenter des activités avec lesquelles on n'atteindrait pas un effet plafond, que vous ne soyez pas en phase d'exercice qui soit un peu débilisant. Et il s'agissait pour nous vraiment de proposer des outils qui étaient adaptés. Et dans ce sens, en fait, les outils d'Oncogit, ils ont vraiment été créés avec et pour les patients. Donc, ils sont spécifiques. Alors, on est en train de mener une étude, dont l'Institut Bergonié est promoteur. On travaille avec l'Université de Bordeaux et un doctorant, donc sur l'évaluation de ce type de prise en charge. Ça, c'est pour le côté un petit peu plus scientifique. Merci Véronique. Peut-être une dernière avant qu'on fasse l'atelier et puis les autres, ne vous inquiétez pas, je les réserve pour la suite, mais on pourra bien sûr les poser. Est-ce que l'on peut aborder ces ateliers avec notamment une problématique, un objectif précis? Je pense à des problématiques professionnelles par exemple. Alors, oui, on a très souvent des… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 84% des patients qui viennent sur les ateliers sont dans une dynamique professionnelle, soit en arrêt maladie, soit en temps partiel thérapeutique, soit au chômage, ou soit en activité encore. Donc, la question de la problématique professionnelle, on sait qu'elle est là parce que l'angoisse de performance, elle est très, très importante au moment de la reprise. Donc, bien sûr que oui, on a développé, il y a des ateliers même le samedi matin pour les patients qui travaillent. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas l'horaire qui peut convenir. Et bien sûr, la question professionnelle, elle s'invite toujours. Et puis, dans ces groupes, vous voyez qu'ils sont un petit peu dynamiques, c'est-à-dire où on se croise, etc. Souvent, la question du travail, elle est abordée. Et puis, il y a une patiente qui dit, bon, c'est gars, je reprends mon travail, je vais repartir, etc. Donc, oui, la problématique du travail, elle est centrale. Même si les ateliers ne sont pas ouverts que aux personnes qui sont en activité professionnelle, bien sûr. Super. Merci Véronique. Je propose qu'on puisse continuer un peu et puis on reviendra aux questions-réponses. Il y en a encore quelques-unes en stock, donc stay tuned pour la suite. Bon, je vais vous faire un petit peu travailler alors. Comment je vais vous faire travailler? Alors, je regarde juste l'heure pour savoir quels sont les exercices que je vais… Il est 19h18. Ah ouais, bon, alors, je vais vous frustrer un petit peu, mais on ne va pas faire celui-là, l'exercice, d'accord? OK. Hop. Alors, tous les exercices, j'ai sélectionné des petits exercices qui vous permettaient de les faire, de ne pas avoir besoin d'un support que vous auriez eu besoin d'imprimer. Par contre, ce qui serait super, j'espère que vous avez tous à portée de main un papier et un crayon, juste pour prendre quelques petites notes. OK ? Donc, je peux vous laisser voilà, le temps que je discute un petit peu, le temps d'attraper un papier et un crayon, pardon. Donc, on va faire un premier exercice qui s'appelle fléchette, où finalement, on va venir mobiliser un petit peu votre attention soutenue, parce que finalement, je vais vous lire une liste de mots qui sera assez longue, donc il faudra quand même que vous restiez concentrés, puis en plus, ce sera un petit peu monotone. Je vais vous lire une liste de mots, et dans cette liste de mots, je vais vous demander de cibler
de compter un certain nombre de cibles. Et les cibles, ça va être des mots particuliers que dont je vais vous donner un petit peu le profil. Donc, on va compter mentalement. C'est-à-dire que le top du top, c'est de compter dans sa tête et pas de compter avec ses doigts ou de faire des petits bâtons avec son stylo. Néanmoins, on est bien d'accord, on n'est pas là pour se faire du mal aussi et que dans un premier temps, on peut très bien se dire que, on va mettre des petits bâtons ou compter sur ses doigts, mais on sait très bien qu'à terme, en fait, le travail, il se fera dans notre tête. Ce que je dis toujours, c'est tout ce que le stylo fait, le cerveau ne le fait pas. Donc, pendant les ateliers, même si dans notre quotidien, on met en place des stratégies de calepin, etc., dans les ateliers, par contre, on essaye de faire un petit peu plus loin. Donc, je vais vous demander de compter des mots dans votre tête. Alors, voyons voir. On peut s'amuser à faire plusieurs niveaux et vous choisissez le défi que vous avez envie de relever. Premièrement, on peut se dire qu'on va compter des fleurs. Voilà. On peut faire une autre consigne qui sera un petit peu plus compliquée. On peut compter le nombre de fleurs et le nombre de couleurs. Ok ? Ça veut dire que d'un autre côté, je compte les fleurs, d'un autre côté, et je compte aussi les couleurs. Hein. D'accord ? Donc ça demande un petit peu plus d'attention. Puis là, on est sur une attention un petit peu divisée, hein, parce qu'on va cibler plusieurs choses. Et alors la troisième, ne vous privez pas si vous avez envie d'essayer, parce qu'un jour, vous y arriverez. On va compter le nombre de fleurs qui contiennent le son A. Pas la lettre A, hein, le son A. Il faut que j'entende A, c'est-à-dire églantine, ça ne marche pas. Il y a un A dedans, mais je n'entends pas A. D'accord ? Vous vous coupez en fait de ce réflexe peut-être de mentaliser et de voir l'écriture du mot. OK ? Alors, on va y aller. Vous êtes prêts ? Je commence. Bassine, allumette, iris, voiture, kangourou, marguerite, bleu, vaccin, liberté, garage, cheminée, horloge, balcon, pissenlit, ascenseur, microscope, pâquerette, domino, bibliothécaire, tambourin, Edelweiss, jaune, géographie, jupe, banderole, métro, tulipe, magnétoscope, pompe à essence, marron, frigidaire, autoroute, libellule, dahlia, juge, parking, carnet, barrette, écharpe, bégonia, lampadaire, boucher, pivoine, étagère, gentiane, téléphone, igloo, fauteuil, barda, électricité, camion poubelle, verre, rationnel, dictionnaire, farandole, créativité, tableau, jonquille, pétrin, immeuble, géranium, accessoires, coiffeur, édredon, rouge, pédiluve, parapluie, rose, aubépine, dentifrice, bruyère, camélia, passoire, bouton d'or, journaliste, cafetière, coquelicot, aspirine, livre, on tient, guéridon, cyclamène, télévision, églantine, chaumière, nénuphar, canapé, myosotis, violet, orange, photographe, pâtissier, cartomancienne et édifice. Bon, Véronique, vous avez tout mon respect, hein, parce que... Je lis bien, hein. Ah, ouais. Je lis très très bien. Je me suis embrouillée à bibliothécaire. Ah bah, je me suis embrouillée plus qu'à bibliothécaire. Je ne vous ai pas donné la... Alors, on est d'accord. Il faut savoir que ces ateliers, ce ne sont pas des ateliers mémoire comme on pourrait faire en EHPAD. Il ne faut surtout pas que ça fasse peur. Je ne veux pas qu'on appelle ça des ateliers mémoire. Ça, c'est mon combat. Ce sont des exercices qui sont difficiles et même pour des gens qui seraient dits normaux, c'est-à-dire qui n'auraient pas eu de traitement oncologique, ces exercices sont difficiles. Hein. Donc, le but n'est pas de les réussir, mais de les faire. Et puis, on se rend compte au bout d'un moment qu'on y arrive. Donc, je vais vous donner un petit peu les réponses. Donc, pour le nombre de fleurs, il y en avait 21, si je ne me suis pas trompée. Et pour le nombre de fleurs qui contenaient le son A, par contre, il n'y en avait plus que 9. Voilà.
Allez, on va s'en faire un autre, histoire de se… Alors, Véronique, si je peux me permettre, c'est très important. Ouais. Il faut toujours dire que chez Oncogite, quand on fait un exercice, on est toujours récompensé par des fraises. Ah oui, Ça, pardon. c'est très important. Petite vitamine pour tout le monde. Alors, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est passage, eh bien, on a des punitions et on doit envoyer des bombes de chantilly à la neuropsychologue si on n'a pas été gentil avec elle. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais vous proposer maintenant? Ah oui. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ça ne va pas du tout, excusez-moi, je ne sais pas ce que je… Ah, alors, on va faire un exercice, pardon, hop, alors, bon, qui s'appelle Cacatoès. Alors, cet exercice, il va vous falloir un petit papier et un crayon. Et comment est-ce que ça va marcher? Je vais vous présenter des petits carrés de couleurs. Donc, vous voyez, on en a orange, bleu et jaune. Et puis, on va arriver à un moment donné où je vous les pose comme ça. Et le but du jeu pour vous, ça va être de me dire dans quel ordre ils étaient apparus. On est d'accord, on avait orange, bleu et jaune. Donc, si je me cale sur la palette, en fait, c'est ça. Votre boulot, à vous, ça va être, comme on ne peut pas échanger, parce que sinon ça ferait beaucoup trop de bruit, si tout le monde se mettait à me dire orange, bleu, jaune, vous allez noter, vous allez faire comme si vous projetiez les petits carrés de couleurs sur une feuille devant vous, et vous allez noter 1 au milieu, parce que le carré orange est au milieu, vous allez noter 2 à droite, comme si vous écriviez en fait sur le carré bleu qui était à droite, et 3 sur le petit carré jaune. D'accord? Donc, vous avez écrit sur votre feuille 3, 1 et 2. D'accord? Alors, on va y aller. On y va. À vous. Vous avez dû écrire 213. OK? Allez, un autre. À vous. Violet, rouge, jaune. 123. Ce qui est très, très important, vous devez vous en rendre compte, c'est que dans votre tête, vous êtes là, violet, rouge, jaune. Vous répétez en boucle. Ça s'appelle la boucle phonologique. C'est très important de s'appuyer dessus. Allez, on y va. Ah oui. Continuez, attention, on va passer à 4 couleurs. Vous allez voir, ça marche encore. Allez, à vous. Léa, elle est super concentrée. Allez, orange, bleu, jaune, vert. 3, 1, 2, 4. Allez, un autre. À vous. Rouge, bleu, orange, vert. OK? On continue. Orange, violet, vert, bleu. OK? Allez, on va passer un petit peu plus loin. On va faire maintenant avec 5. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez, vert, jaune, orange, bleu, rouge. OK? Un petit dernier.
jaune, bleu, rouge, rose, vert. OK? Allez. On va avancer un petit peu. Et là, on va corser les choses. Maintenant, je vais faire travailler votre mémoire de travail. Là, on était sur la mémoire immédiate. On répétait simplement les couleurs. Là, maintenant, on va faire exactement la même chose. Donc, je vous montre orange, bleu, jaune. Sauf que maintenant, vous allez les restituer dans l'ordre inverse. Orange, bleu, jaune. Donc, c'est jaune, bleu, orange. OK? Et on note exactement de la même façon. Sauf que ça, il faut que ce soit à l'intérieur de votre tête que ça se passe. OK? Allez, on y va. Violet, rouge, jaune. Jaune, rouge, violet. 321. Allez, un autre. Rouge, bleu, orange. Orange, bleu, rouge. Attention, on passe à 4. Alors, orange, bleu, jaune, vert. Vert, orange, bleu, jaune, pardon. Bleu, orange. Allez, un autre. C'est un petit peu chamallow coloré quand même. Allez. Bleu, vert, rose, orange. OK? Allez, un petit dernier. On n'ira pas jusqu'à 5. Allez. 24, 31. Bon, ça, c'est pas simple. Alors, bien évidemment, si en atelier, on va jusqu'à 5. On va jusque là où on peut plus aller. Ça, c'est un gros travail. Alors, là, vous avez fait travailler en fait votre mémoire de travail. Allez, vitamine pour tout le monde. On continue. Alors, on garde aussi un rythme assez soutenu pendant les ateliers. Alors, par rapport à ce rythme soutenu, il faut avoir aussi beaucoup de détachement. C'est-à-dire que c'est important qu'on garde un bon rythme. Mais pour autant, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé de courir systématiquement. Des fois, quand on est fatigué, ben, on dit « Ok ». On se met en mode infusion, on regarde les autres travailler, on continue juste à participer à ce qui se passe, mais on n'est pas obligé de courir aussi vite que tout le monde. Et par contre, c'est important pour nous quand même de garder un bon rythme. Alors des fois, ça vous frustre un petit peu parce que vous voudriez faire mieux les choses, mais vous vous rendrez compte qu'avec le temps, en fait, plus ça ira, plus les choses vous arriverez effectivement à les faire bien. On essaye aussi d'être un petit peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que les choses, elles passent et on ne vous demande pas de les réussir, on vous demande de participer puis d'avancer. Et d'avancer en fait de mieux en mieux. Donc ça, c'est une chose importante à savoir pour participer aux ateliers. Qu'est-ce que je vais vous faire faire? Alors là, celui-là, oui. Je me permets, il y a juste 2 personnes qui ont demandé la réponse pour les fleurs et couleurs, parce que tu nous as dit combien il y avait de fleurs, combien il y avait de fleurs en haut. Je ne vous ai pas dit les fleurs et les couleurs. Alors, attends, je reviens sur la diapo. Ben ça, c'est bien ça. Bougez pas, je vais vous dire ça tout de suite. Je reviens sur ma diapo. Où sont les fleurs et les couleurs? C'est bien, il y en a qui suivent en tout cas. Ouais, ça c'est très bien. Allez, donc les fleurs, figurez-vous, donc j'avais bien dit 21, et les fleurs et les couleurs, c'était 29, les deux, ou 28, tout dépendait, parce que attention, rose, on pouvait le compter comme une fleur ou comme une couleur. Okay. Donc en fait, on avait 8 noms de couleurs,
et donc 21 noms de fleurs. Il y a quelqu'un qui a répondu « Je suis à 29 et frustré de ne pas avoir la réponse ». Donc, bravo. Mais oui. Non, c'était 29. Bravo, bravo. Mais c'est vrai, en fait. C'est impardonnable ce que j'ai fait. Alors, on continue. Voyons voir. On va se faire un petit élastique. Vous allez voir comme c'est sympa, ce petit truc. Alors, un petit élastique, là, il faut bien que vous ayez votre papier et votre crayon. Je vais vous lire une liste de nombres. Bon, et vous allez les prendre, en fait, à la dictée. Sauf qu'il va y avoir quand même des petites opérations à faire. À chaque fois que le nombre il sera pair, à chaque fois qu'il sera impair, qui se termine par 1, 3, 5, 7 et 9, vous devrez faire plus 2 à ce nombre. Et à chaque fois que le nombre sera pair, vous ferez moins 1. Alors, petite démo. Là, les mots, les nombres, je vous les ai affichés, mais vous ne ferez que les entendre. Si je vous dis 3, impair, donc moins 1, plus 2, pardon, 5. 35, impair, plus 2, 37. 84, pair, moins 1, 83. 69, 71. 22, 21. 94, 93. 76, 75. 44, 43. 21, 23. 50, 49. 73, 75. 6, 5. Bon, on est d'accord, c'est un calcul mental qui est quand même relativement réduit. Donc, nous, on n'est pas là en fait pour faire des performances en calcul mental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous passiez d'une consigne à une autre à chaque fois et que vous le fassiez vite. Ce qui va être très important pendant cet exercice, parce que je ne vais pas être sympa, je ne vais pas m'arrêter en fait, hein, on va continuer, c'est l'effet fanfare. Si jamais à un moment donné, vous êtes perdu, parce que ça va vous arriver, de perdre les pédales et de vous dire « merde, ça y est, où est-ce que j'en étais ?» Encore qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots. À ce moment-là, il faut absolument que vous ne vous mettiez pas en double tâche en vous disant « oh là là, ça y est, je suis perdu, je suis perdu ». C'est quoi l'effet fanfare? C'est que quand je joue de la trompette dans une fanfare, et si je rate une note, je n'envoie pas ma trompette balader sur le voisin d'à côté. Je reprends à la mesure d'après. Et ça, c'est une chose qu'on va vous apprendre à faire, qu'on va exiger de vous, c'est de réengager votre processus attentionnel et de ne pas rester fixé sur le truc que vous avez raté. On n'est pas là pour réussir, on est là pour faire le mieux possible. OK? Alors, be careful. On se rappelle bien de la consigne. Si c'est un nombre impair, on lui ajoute 2. Si c'est un nombre pair, on lui enlève 1. OK? Allez. On va faire une petite série de 25. Lauriane, t'es prête? C'est parti. 12, 63, 85, 11, 42, 8, 19, 46, 74, 25, 44, 73, on tient, 72, 88, 122, 161, 4, 17, 51, 62, 21, 75, 93, 26 et 83. Bon, là, j'étais sympa, hein. Je vous ai fait une petite seulement de 25, hein. Mais des fois, on peut travailler beaucoup plus dur. Bon, allez, je vous donne les résultats. Vous avez dû écrire, si je ne me suis pas trompée, 11, 65, 87, 13, 41, 7, 21, 45, 73, 27, 43, 75, 71, 87, 121, 163, 3, 19, 53, 61, 23, 77, 95, 25 et 85. Et puis, on est bien d'accord, si jamais vous les... Alors, je vous donne toujours, les solutions sont toujours données, les réponses sont toujours données. C'est vraiment vous qui êtes votre propre juge. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous interroger comme à l'école. Bon, on n'est pas à l'école. L'important, c'est qu'en fait, vous constatiez votre progression.
d'accord, au fur et à mesure. Et vous verrez que de cet exercice, de fois en fois, vous vous rendrez compte que vous y arrivez de mieux en mieux. Allez, petite vitamine pour tout le monde. Qu'est-ce que je vais vous proposer encore après? Il faut que je fasse quand même attention à l'heure. Ouais, je pense qu'on va essayer de se laisser encore un quart d'heure après pour les questions, Véronique. Ouais. Il y en a encore Donc, ça quelques-unes. veut dire, Léa, que ce qui serait bien, c'est que je fasse un petit dernier, puis on s'arrête? Exactement, c'est parfait comme ça. Allez. Faut bien choisir. Alors, puisque c'est ça, on va faire l'escalier. Là, on va travailler la mise à jour de notre mémoire. On va travailler avec un escalier. Alors, comment ça va se passer? On a des formes qui vont apparaître sous la marge de l'escalier. Votre job, ça va être de vous rappeler de la forme qui est colorée. Donc ici, on a un carré orange. Bon, si on veut que ce soit moins compliqué, on peut retenir juste le carré ou juste orange. Mais si on veut que ce soit un peu plus compliqué, on retient les deux. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on mémorise notre carré orange et ça s'efface. Pour la petite démo, je vous laisse quand même un petit peu. Vous avez encore un petit peu de visibilité. Et on garde notre réponse. On n'a pas le droit de le dire tout de suite. Parce que d'abord, on va monter l'autre marche. Et là, de nouveau, vous voyez une paire et vous devez retenir l'élément qui est coloré. Donc là, vous retenez le A. Donc, vous mettez celui en mémoire, mais on est bien d'accord, vous avez bien gardé celui-ci en mémoire. Quand ça s'efface, et seulement quand ça s'efface, vous venez poser ici la réponse d'avant, carré orange. Mais vous gardez bien dans votre tête qu'on a encore un A jaune. OK? Là, on doit mémoriser le cœur rouge. Seulement maintenant, vous me dites A jaune. On continue. On retient le 1 bleu. Ça s'efface. Et là, seulement maintenant, on dépose notre cœur rouge. Nuage vert. Seulement maintenant, je vais dire un bleu. Et là, on arrive en haut de l'escalier. Et seulement maintenant, on dit nuage vert. OK? Donc, ça peut être un petit peu plus long. Alors, on va y aller. Attention, là, maintenant, on n'a plus ça reste plus affiché. Allez. On garde. OK. Maintenant, on dit étoile orange. Maintenant, on dit, bon, c'était quelque chose de jaune. Ouais, rond jaune. OK. Allez. Triangle bleu. Alors, je vous parle, sauf que là, moi, j'ai oublié. Je sais que c'est du vert, mais je ne me rappelle plus quoi. On croit? Ouais. Allez, on continue. Rond rouge. Et notre petite dernière. Croix rose. Bon, allez, fastoche. Là, il n'était pas haut, cet escalier. On va faire mieux quand même. Hein. Allez, on recommence. Donc, nous y voilà. On garde. OK. Croix orange. En bleu. Vous pouvez retenir que la couleur, hein, si c'est plus facile pour vous. Rose. Jaune. Cœur rouge. Triangle rose. Étoile verte. Triangle violet. Carré orange. Cœur jaune. Et le dernier, rond bleu. Allez, un petit dernier.
Enfin, un grand dernier. Ah bah ouais, parce que c'est important aussi. On monte un petit peu quand même en puissance. Et puis au bout d'un moment, du coup, c'est là, normalement, vous devez sentir quand même que ça vous fait quelque chose un petit peu dans le crâne. Hein. C'est normal, c'est ce qu'on veut. D'accord? Allez, un petit dernier. Ne faites que les formes ou que les couleurs si vous êtes fatigué. On s'en fiche, on continue juste à pédaler, mais à sa vitesse. OK? Allez. Ce qui est important, en fait, c'est aussi, vous voyez, il faut aller à mon rythme et vous devez attendre que ce soit effacé parce que moi, je m'amuse à tirer comme ça sur votre mémoire, comme si on faisait des étirements. Et je ne veux pas que vous répondiez trop vite, sinon c'est trop facile. Allez. Et orange. Cœur rouge. Rouge. C'était du bleu. Hein. Ouais. Une étoile verte. Étoile rose. Rose. C'est du jaune. Ouais. Croix verte. Rouge. Un peu plus. Rayon bleu. Croix orange. Allez, on tient, on tient. Rond orange. On arrive bientôt en haut. Carré jaune. Ouais. Croix rose. Et yes. Bon, ben voilà. Petit, là, vous venez de tester en fait ce que c'est que la mise à jour de la mémoire, hein, où on stocke plusieurs informations et à chaque fois, notre mémoire, elle doit changer. Allez, je termine par… Tadam! Ça, c'est le cogiton. Ça, c'est le cogiton. Et en fait, vous allez commencer les ateliers en fait en Alsace, en même temps que notre cogiton. Notre cogiton, c'est le marathon des neurones du 1er au 31 octobre de cette année, pendant le mois d'octobre rose. Vous pouvez venir sur la plateforme et vous connecter directement à Oncogiciel et faire les exercices tout seul. Voilà, ça c'est que vous soyez patient, que vous ne soyez pas patient, que vous soyez soignant, bien portant, jeune, moins jeune, vieux carrément. Très jeune aussi, ça marche. Vous avez le droit de faire les exercices. Voilà. Bon. Léa, je te passe l'écran. Ouais, super, merci Véronique. Alors, il y a quelques questions et notamment sur les inscriptions aux ateliers. Donc, à croire qu'avec, même avec la démonstration, il y a plein de personnes qui veulent s'inscrire. Je le dis en rigolant, bien sûr. Hein. C'était super intéressant de pouvoir faire le test et effectivement, c'est pas simple. Hein. Alors, il y a plusieurs questions et notamment sur l'inscription. Alors, je retrouve juste, il y a quelqu'un qui disait « Comment se passe la prise en charge, évaluation en amont? Est-ce gratuit pour les personnes malades qui passeraient hors ligue, qui n'ont pas d'offre sur leur territoire ?» Et il y a dans la même idée une personne qui demande si elle peut s'inscrire étant donné qu'elle a une ALD jusqu'à 2024. Donc, je pense qu'il faut qu'on clarifie un petit peu les choses. Qu'est-ce qui est en lien avec la ALD, qu'est-ce qui n'est pas, le fait que ça rentre ou pas dans le fait de pouvoir s'inscrire. Alors, la première chose pour s'inscrire, c'est qu'il faut être suivi pour une pathologie cancéreuse parce que l'objet d'Oncogite, c'est la prise en charge des patients qui sont suivis pour une pathologie cancéreuse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que effectivement, même si la Ligue 68, comme la Ligue de Bordeaux, propose de prendre en charge l'adhésion à Oncogite, hein, c'est une adhésion qui coûte 20 €. C'est la seule chose qu'on demandera aux patients de régler
pour un parcours qui a une valeur de 300 € environ. Hein. Je crois que c'est important aussi de montrer comment s'engage la Ligue pour ce type de prise en charge et quel est l'objet d'Oncochic, d'aller chercher justement des financements pour que cette prise en charge elle soit gracieuse, hormis une participation pour soutenir un petit peu l'association de 20 €. Voilà, donc on peut avoir eu un cancer il y a plusieurs années et quand même venir, c'est-à-dire qu'on n'est pas regardant sur depuis combien de temps vous avez eu votre cancer. Voilà. Souvent, ce qu'on propose aux patients, c'est d'attendre d'être sortis de l'effet aigu de leur chimiothérapie, notamment les premières chimiothérapies, les chimiothérapies de première intention de traitement qui sont extrêmement violentes. Donc voilà, on sait qu'on a un pic pendant 2 mois, hein, je vous l'ai dit. Donc des fois, il vaut mieux un petit peu attendre. Il n'empêche qu'il y a certaines patientes qui viennent même pendant leur chimiothérapie parce que pour elles, c'est important. Voilà, on n'a pas de… Alors, en termes d'évaluation, on ne vous proposera pas d'évaluation. Et d'une, parce qu'un bilan neuropsychologique, ça coûte très cher, ça coûte à peu près 400 €. Et si vous faites rapidement le compte, en fait, ça coûte plus cher que de s'inscrire dans ce parcours. Donc, pour nous, en fait, la motivation des gens à venir 1h30 par semaine, elle tient lieu d'évaluation. Ça veut dire c'est qu'on en a besoin. Voilà. Merci Véronique. Oui, c'est vraiment ça, c'est qu'en passant par le comité du Haut-Rhin, si vous habitez dans le Haut-Rhin, vous serez inscrit, il y aura effectivement l'adhésion qui sera prise en charge par le comité. Sur les autres territoires, je sais qu'il y a des choses qui sont en lien avec les différents comités de la Ligue, Véronique. Si c'est pas… Alors, on a différentes ligues voilà, qui travaillent avec nous, hein, en Corrèze, etc. Bon, donc après, c'est à vous rapprocher de votre ligue. Bon, sinon, la seule chose, je vous dis, si vous passez hors ligue, c'est effectivement cette adhésion de 20 €. On est bien d'accord que si des patients ne peuvent pas, parce qu'ils sont en situation de grande précarité, c'est des choses aussi auxquelles on est voilà, regardant et on fait attention. Ouais. Merci. Alors, il y a une personne qui demande « Bonsoir, peut-on s'inscrire aux ateliers si on n'a pas eu de traitement à part la chirurgie ?» Oui, vous avez le droit. Parce que, comme je vous le disais, ces troubles cognitifs, ils ne sont pas liés qu'à la chimiothérapie. Hein. Ils sont liés à cet effet d'annonce, ils sont liés aussi au caractère inflammatoire de la maladie elle-même. Et donc, on ne fait pas de distinction en fait, de traitement. Alors, on a encore 2 autres questions. On a une question de nouveau un peu plus sur l'aspect scientifique. Pouvez-vous indiquer si des batteries d'évaluation spécifiques du CRCI existent dans le cas où l'on souhaiterait réaliser un bilan cognitif spécifique, afin de ne pas avoir l'effet seuil dont vous parliez antérieurement et de ne pas sous-estimer des troubles? Autrement dit, les outils classiques ne sont-ils pas adaptés selon vous? Merci pour votre expertise. Alors, effectivement, les outils n'ont pas été conçus à la base pour ça. Néanmoins, il y a eu des grosses réflexions qui ont été menées par l'ensemble de la profession pour savoir comment est-ce qu'on pouvait évaluer en fait, ces troubles. Alors, ce qui est important, c'est de effectivement s'inscrire dans les recommandations du Cancer Related Cognitive Impairment qui permet en fait de proposer un guideline par rapport au choix de ces outils. Ce qui va être important, ça va être effectivement l'ensemble de ces outils. Moi, on va choisir un certain nombre d'outils qui vont être préconisés. Moi, souvent, ce que je propose, c'est également de faire une évaluation sur une durée, sur un seul rendez-vous d'évaluation. Souvent, une évaluation, on peut faire sur 1 ou 2 rendez-vous si le patient est trop fatigué, etc. On est là sur des troubles subtils et donc je pense que souvent aussi, on a des personnes qui ont une bonne réserve cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de bien compenser et elles vont du coup donner le change. Donc, ce qui est important, c'est en fait de pousser un petit peu, de mettre un petit peu en situation de stress et donc de proposer une évaluation qui va être sur une seule séance. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je procède quand j'en fais. Et des exercices, après, voilà, qui vont s'enchaîner les uns les autres et qui vont
qui vont évaluer un certain nombre de variables. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, le neuropsychologue voilà, s'interroge et vienne se renseigne bien sur comment sont ces troubles, quoi. Merci Véronique. Lauriane, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous vois. Oui, non, mais je rejoins l'importance de l'évaluation sur l'évaluation neuropsy sur une durée assez longue, hein. Moi, c'est pareil pour les patients qui viennent dans ce cadre-là, pour évaluer les troubles cognitifs dans le cadre du cancer. Je fais aussi systématiquement des bilans qui durent au moins 2h30, voire des fois 3 heures. Parfois, c'est vrai que moi, j'essaye… Alors déjà, effectivement, la réflexion sur les épreuves, c'est-à-dire que il va falloir choisir des épreuves, des tests neuropsychos où il va y avoir pas trop d'aide de la part du neuropsychologue, parce que vous avez des tests de mémoire où on va évaluer la mémoire en aidant le patient à récupérer les informations. Je pense que dans le cadre du cancer, c'est important d'utiliser des épreuves qui n'aident pas trop le patient non plus, parce que sinon on peut passer à côté de certaines difficultés, hein. Et puis des batteries d'évaluation de l'attention. C'est vrai qu'il y a des batteries informatisées qui existent, qui permettent quand même d'évaluer les problèmes d'attention de façon plus pointue, avec des mesures de temps de réaction, etc. Et moi, c'est vrai que, par contre, c'est vrai qu'à la différence de Véronique, peut-être, moi, j'aime bien essayer d'avoir au moins 2 rendez-vous, ce qui me permet de parfois voir s'il y a des variations importantes de performance d'une séance à l'autre, hein. Parce que ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'avoir quelqu'un qui, au moment T du lundi, par exemple, est peut-être moins fatigué, moins fatigable. Et puis, en revoyant la personne un peu plus tard, on se rend compte qu'en fonction de la fatigue et du niveau et du jour, les troubles cognitifs peuvent être plus ou moins marqués. Et ça permet de voir aussi qu'il y a quand même des variations de performance qu'il faut prendre en compte pour la personne aussi, quoi. Voilà. Ouais, Mais après, voilà, l'idée, c'est juste de s'assurer, pour ceux qui voudraient éventuellement faire un bilan neuropsycho auprès d'un neuropsychologue, le seul conseil, c'est de clairement demander effectivement au neuropsychologue si la question des troubles cognitifs dans le cancer, c'est sa corde, hein, c'est dans ses cordes, parce qu'il faut effectivement tomber sur un neuropsychologue qui va savoir qu'il y a des effets seuil peut-être plus marqués, parce que dans ce type de profil, les troubles sont un peu plus discrets que quand on travaille, par exemple, avec des personnes qui ont fait des traumatismes crâniens, des choses comme ça. Et du coup, il y aura une oreille plus attentive à la plainte aussi du patient. Parce que de toute façon, quel que soit le bilan neuropsychologique qu'on va proposer, il y a toujours certaines difficultés que le neuropsychologue ne pourra pas évaluer. Parce que pour évaluer toutes les difficultés, il faudrait être avec la personne pendant une semaine chez elle à domicile. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment pouvoir bien discuter de sa plainte et de bien expliquer les difficultés au neuropsychologue, quoi, pour que ça puisse aussi transparaître et mettre mise en lien dans les résultats et comparer aux résultats des tests, mise en lumière de la plainte aussi, hein. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question là que je vois, avec vraiment un partage aussi d'un vécu d'une participante qui dit: bonjour, c'est passionnant. Un an et demi après le retour au travail, j'ai développé une grosse dépression d'épuisement et je suis en arrêt depuis juin. La notion de compensation me parle bien. Les ateliers peuvent aussi aider, je pense, quand ces troubles sont ravivés par la dépression. Merci. Je crois que c'est une question qui est quand même importante aussi, puisque c'est, voilà, les fragilités aussi psychologiques, les cas de dépression, ils sont fréquents dans ce type de pathologie. En tout cas, ils arrivent, c'est une réalité. Est-ce que voilà, les ateliers, ils ont un impact aussi là-dessus? Alors, les troubles dépressifs, bien sûr, ils sont pourvoyeurs de troubles cognitifs, hein, ça, on le sait. C'est d'ailleurs très flagrant chez les personnes âgées, hein, où souvent, on va même confondre une dépression avec un Alzheimer. Hein, parce qu'en fait, on va se rendre compte que la personne, elle a des gros troubles cognitifs. Donc, on sait que c'est en lien. Alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est qu'on peut être tellement épuisé que du coup, on n'arrive plus à réfléchir, mais on peut être aussi simplement atteint par ce chemo-brain et puis du coup, tomber dans quelque chose ou une espèce d'angoisse comme ça de performance qui va se multiplier, qui va arriver aussi sur la dépression. On peut aussi, parce que c'est extrêmement légitime,
après des traitements très lourds, se retrouver face à un épuisement émotionnel et à un trouble réactionnel dépressif lié au cancer. Donc ça, c'est important de s'en occuper. Il ne faut surtout pas se sentir stigmatisé ou jugé. C'est vrai que cette question de dépression, c'est un vilain mot qui fait vite sentiment de jugement. Non, une dépression, c'est un déficit en sérotonine. Tout simplement parce que le corps, à un moment donné, il peut simplement avoir épuisé ses réserves ou il peut aussi ne pas avoir eu le temps de recharger ses batteries. Donc surtout, il ne faut vraiment pas paniquer, il ne faut pas se sentir stigmatisé. C'est quelque chose qui est entendable. Et puis qui peut augmenter du coup la question des troubles cognitifs. La reprise du travail, c'est vrai que maintenant on fait de plus en plus attention à reprendre à mi-temps thérapeutique. Peut-être que cette personne elle a repris un peu trop vite. Et puis ce qui est aussi très très important, c'est que quand on reprend le travail après un cancer, c'est pas tellement, souvent il y a ce désir des fois de changer de travail, de se dire on ne fera plus les choses comme avant. C'est pas tellement ça, c'est apprendre à ne plus retourner au travail comme avant. Ouais, c'est tout le rapport au travail hein, qui est re-questionné en Et général re-questionner, dans c'est pas cette tellement période. ce qu'on faisait, c'est le Mmh. rapport au travail. Mmh. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on arrive vraiment à la fin de ce webinaire. Il y a quelques mots là qui arrivent pour vous remercier de tous ces échanges. Un petit mot quand même pour les personnes qui étaient présentes. On vous met le lien dans le chat du site de la Ligue. N'hésitez pas à venir vers nous. On a un endroit où on accueille à Colmar, à Mulhouse et sur Folgensbourg. Il y a donc des coordinatrices qui sont à votre écoute aussi sur ce sujet, puisque maintenant on va travailler main dans la main avec Oncogite. Je crois qu'après ce webinaire, on comprend bien pourquoi. Et vraiment, c'était un plaisir de pouvoir évoquer cette thématique, avoir vos retours, vos questions. Et on reste, si ça vous va, encore quelques minutes, si vraiment il y a des questions, mais on va libérer les personnes, puisqu'on avait dit qu'à 20h, ce serait fini, et il est 20h pile. Un grand merci à Véronique. Un grand merci à Lauriane, merci à Jenny, et puis merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, si plus personne n'a d'autres choses à rajouter. En petite précision, le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Et voilà, pour ceux qui souhaitent le revoir ou le partager. On a Fabrice qui a dû partir parce que c'était son anniversaire ce soir, donc il Voilà, demandait donc ça on juste pense à lui. avant. Voilà, on pense à lui, le replay sera disponible. Bon, super. Bah, écoutez, bonne soirée à tous. Merci Bonne soirée. de nous avoir ouvert vos portes. Et puis à très bientôt pour tous les cogiteurs et les cogiteuses qui vont nous voir. Voilà. N'ayez pas peur, tous les neuropsychologues sont normalement vraiment tous sympas. Et puis l'idée, c'est chaque semaine de travailler dans la convivialité, la bienveillance et la bonne humeur. Hein. C'est vraiment ça. Merci. Allez, au revoir à tous. Au revoir, revoir. bonne soirée. Bonne soirée.